Bonjour, aujourd'hui on va regarder ensemble la manette Flash Black Atari Blast Volume 1 de AT Game. Une manette qui vogue clairement sur la vague des rééditions des consoles en version mini. Et on commence par l'unboxing en règle. Alors déjà on a une jolie boîte, bah oui, forcément. À l'intérieur, une manette sans fil blanche, avec de superbes boutons orange, un dongle qui contient les ROM, un câble USB, deux stickers Blast et c'est tout. C'est une blague? La mise en route est super simple. Il faut brancher le dongle sur un port HDMI de votre télé, l'alimenter avec un câble USB, et le chargeur est non fourni. On va mettre des piles, qui sont non fournies également d'ailleurs, dans la manette, allumer et marre, vous pouvez jouer. Petite précision, si vous avez deux manettes, eh ben vous pourrez jouer à deux. Et si vous avez trois manettes, eh ben vous pourrez pas jouer à trois. C'est moche, de toute façon, c'est à deux joueurs maxi. Petite précision, vous avez la possibilité de sauvegarder vos parties ainsi qu'une fonction rewind qui permet de revenir en arrière et d'analyser vos parties. La grande classe quoi. Bien. Voyons voir quel jeu nous allons trouver dans ce dongle. Et je vous le dis d'ores et déjà, il y a du très bon et de grosses purges bien pourries. Allez, c'est parti. Centipede fait partie, selon moi, des meilleurs jeux de l'Atari 2600, ou VCS si vous préférez. Si les graphismes sont très loin de la version arcade, qui est également développée par Atari en 1981, le jeu reste nerveux et rapide à souhait. On dit souvent que ce jeu est l'un des tout premiers, avec Pac-Man, à avoir tiré les filles dans les salles arcades. Eh ouais, à l'époque, il y avait que des mecs qui allaient dans les salles arcade. Il s'agit d'un shoot 'em up fixe et le joueur incarne un nain. Oui, le rectangle en bas, c'est un nain. Je disais donc, le joueur incarne un nain qui doit protéger son jardin des insectes, notamment des chilopodes, le nom savant du centipède, mais aussi de quelques araignées. Et moi j'adore. Si vous avez envie de faire tomber le record, sachez qu'il est détenu par l'américain Donald Hayes depuis le 5 novembre 2000, avec un score de 7 111 111 points. Bien sûr, c'était sur la borne arcade. 3D tic-tac-toe, ça c'est la première purge qu'on va trouver. Les purges, c'est fait pour le remplissage. Le jeu est juste sans intérêt. Quel malade va démarrer son setup pour jouer au morpion? Autant prendre une feuille et deux stylos, vous gagnerez du temps. Le jeu ressemble au listing en basique que l'on trouvait dans les premières revues informatiques au début des années 80. Dites-vous que ce jeu était vendu en boîte, et même l'effet 3D est foireux. Allez, on oublie, on passe à autre chose. Next. RC Battle. Ce jeu me rappelle Catapulte sur la Vidéopack. La Vidéopack, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est la première génération. Il n'y a même pas de microprocesseur, vous n'avez qu'à voir. Je disais donc, ce jeu me rappelle Catapulte pour la Vidéopack, mais en moins bien. Le principe est simplissime. Chacun des joueurs, car oui, il faut jouer à deux, il n'y a pas de mode solo, va devoir dézinguer le plus d'avions possible. Le choix du déplacement du canon est simple. Il n'y en a pas. Enfin si, on peut orienter le canon et il suffit de tirer au bon moment. Peu importe l'avion que vous allez descendre, il vous rapportera un point. Un pur moment d'ennui. Bowling est un jeu de, bien sûr, de bowling. Bon ok, nous sommes au début des années 80, mais quand même, représenter les quilles en vue de dessus à droite et le joueur en vue de profil à gauche, ouais vas-y, paye ton développeur. Sinon, vous pouvez oublier de faire le moindre effet sur la boule. Je parle même pas des lois de la physique. On sait torcher le cul avec. Tous les tirs sont identiques et le seul placement de votre avatar fera la différence. Pour le strike, c'est plutôt une notion aléatoire. Je sais bien, ce sont des jeux qui ont été codés au début des années 80, avec des machines peu performantes, mais quand même. Bref, vous l'aurez compris, ce jeu est une purge. Desert Falcon, ou Faucon du désert en français, est un jeu en fausse 3D. Vous dirigez un faucon dans l'Égypte ancienne à la recherche de trésors perdus dans le désert. Et bien sûr, il y a des tas d'amas de pixels qui vont vous barrer la route et chercher la bagarre. Vous trouverez également des hiéroglyphes qui vont vous permettre d'améliorer votre faucon. Car oui, c'est un faucon améliorable. Enfin, à chaque fin de niveau, vous devrez affronter un sphinx pour pouvoir continuer. Le jeu n'est pas forcément laid, on se surprend à jouer encore et encore histoire d'améliorer son score. En revanche, la direction du volatile est une horreur. Il est aussi maniable qu'un paquebot dans une baignoire. Mais moi j'aime bien. Enfin, ce jeu a été développé en 1987, soit 2 ans après Super Mario de Nintendo. Je dis ça, je dis rien. Dodgem est un jeu de labyrinthe sur le thème de la conduite, publié en 1980 par Atari. Il est basé sur un seul écran, avec 4 routes concentriques, un peu comme le jeu d'arcade Head-On de Sega en 1979. Le principe est de manger tous les points du labyrinthe. Le concept est simple comme bonjour, l'IA est redoutable à battre. Si, je vous assure, l'IA est redoutable à battre.
Et terminer le labyrinthe sans vous faire cracher est un vrai défi. C'est un chouette jeu en solo, il y a des beaux moments à deux, encore une fois des graphismes un peu simples, mais on est en début des années 80, mais la mécanique reste redoutable. Fatal Run. Fatal Run est un jeu sorti tardivement en 1989. C'est-à-dire globalement après, non, je vais pas le redire. Le principe est simple, vous devez piloter votre bolide pour délivrer des médicaments dans les différentes villes d'un monde apocalyptique. La route est assez pépère. De temps en temps, vous rattrapez un véhicule qui va essayer de vous faire sortir de la route. Bon, j'avoue, ce n'est pas que j'ai compris grand-chose, mais à quoi servent les 4 jauges? J'en ai aucune idée. Où sont les médicaments? J'ai cru voir des machins bleus sur la route, mais bon, c'est jouable, mais on s'ennuie ferme. On notera que le jeu propose un système de sauvegarde avec des codes histoire de ne pas s'ennuyer à tout refaire depuis le début. C'est déjà ça. Pour le reste, on passe à autre chose. Golf. Allez, c'est un jeu de golf. Bon, rien n'est à l'échelle. Les arbres sont plus petits que le golfeur. C'est à peine jouable. À la rigueur, s'ils ont envie d'un jeu fun de golf sur une console de première génération ou de deuxième génération, jouez avec la version vidéo pack, qui est 100 fois plus fun. Enfin, point étrange, si vous touchez pas la balle, eh ben ça décompte pas un coup. Objectivement, c'est une purge, une vraie de vraie. Passons à autre chose. Human Cannonball. Il va falloir envoyer un homme canon dans un panier en tirant d'un canon, ce qui est très logique. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pour ce faire, il va falloir ajuster l'angle de tir en fonction de la vitesse du vent, et c'est tout. Pourtant, 18 ans plus tard, sur le même principe, en mieux, va sortir un jeu qui va devenir une franchise à succès, Worms, comme quoi il fallait attendre. Non, honnêtement, Cannonball, c'est du remplissage, c'est sans intérêt, et c'est à mourir d'ennui. Millipede. La Millipede, c'est la suite de Centipede. Il y a plus de pattes pour un jeu qui ressemble énormément à son prédécesseur. Toujours aussi rapide et nerveux, toujours aussi fun. Mais alors, qu'y a-t-il en plus? Plus d'ennemis. Un jeu en principe plus rapide que Centipede et des niveaux bonus. Seulement en 1984, dès sa sortie, le jeu arrive dans l'indifférence générale. Pire, la revue Tilt n'en parle même pas dans ses colonnes. La console est vieillissante et les joueurs se sont tournés à l'époque déjà vers les micro-ordinateurs. Dommage, car c'est vraiment un bon jeu. Oui, oui, vraiment, c'est vraiment un bon jeu. Si vous avez aimé Centipede, vous aimerez Millipede. Logique. Mini-golf. Bon, on reprend le golf. On enlève tout. On fait un mini-golf pour une mini-purge. Autant dans golf, on avait essayé de créer, allez, quelques bouts de design, mais là, que dalle, des carrés et des ronds. Et roule ma poule, c'est laid, c'est injouable et c'est sans intérêt. Allez, on passe à autre chose. Radarlock aurait pu être un bon jeu. Bah oui. Sorti en 1989, soit 2 ans après Afterburner. Et pourquoi ce lien avec Afterburner? Parce qu'il y a un avion qui combat dans un ciel des vagues ennemies, c'est le point commun entre les deux jeux. Seulement dans Radarlock, on s'ennuie au bout de 30 secondes. Les ennemis sont toujours les mêmes, il y a bien une jauge de carburant, mais une fois au plus bas, une alarme sonne, ressonne, et puis encore. Pire, au bout d'un moment, il n'y a plus d'ennemis dans le ciel. On vole et revole. Et je suppose qu'on doit rejoindre un allié, mais impossible de finaliser la rencontre. J'ai rien compris. Dommage, je suis pas sûr. Allez, save Mary. Il faut sauver Mary. Mary est au fond du canyon en bas de l'écran. L'eau monte inexorablement, et si personne ne fait rien, elle va se noyer. Ta-ta-tan. En haut, vous contrôlez un palan. Vous devez le déplacer de gauche à droite et inversement, c'est-à-dire de droite à gauche. Vous pouvez également faire descendre le filin. Enfin, de part et d'autre, arrivent des... je ne sais pas quoi, ils se détruisent au bout d'un moment. J'ai vraiment rien compris, rien nada. Du coup, j'ai laissé Mary se noyer paisiblement. Bah ouais, dommage. Street Master. C'est un jeu de course sur circuit en vue de dessus. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut choisir le circuit, la couleur, la nature de ce dernier, même si ça change pas grand chose en réalité. On peut choisir également le nombre de tours avant la victoire. De même, on a même le choix entre rebondir contre les bords du circuit ou alors se cracher contre les bords, en fait, plutôt pas mal. Allez, on fait chauffer la gomme, on change de jeu. C'est ennuyeux. À mourir. Normalement, ce genre de jeu génère du fun, du stress. Sauf celui-là. Il n'y a pas de sensation de vitesse. Oubliez les drifts dans les virages. Et que dire de plus? C'est ben rien. Si, il y a des petits bonus qu'on peut récupérer, et ça, c'était plutôt une bonne idée. Mais enfin bon, voilà, on va être honnête, non. Passons à autre chose. Tempest. Ah, Tempest. Tempest est une légende, c'est un tube shooter, c'est-à-dire un jeu de tir en perspective 3D, dans lequel les ennemis arrivent au centre de l'image et peuvent être ciblés à 360 degrés en suivant une trajectoire circulaire autour d'eux. Ça, c'est le cahier des charges, et c'est ce qu'il y avait sur la bonne arcade de l'époque. Le jeu affiche des graphismes vectoriels en couleur, du moins sur la bande d'arcade d'origine, bien sûr. C'est un classique. Tempest, sur l'Atari 2600, est devenu une bouillie de pixels. Rien ne fonctionne, surtout pas le fun du jeu, c'est juste immonde. Je sais bien que porter un jeu sur Atari 2006 parfois relève du défi, mais là on vient d'atteindre le summum du foirage. Jamais le jeu fonctionne. C'est Tempest,
et Tempeste la lavande. Yard's Revenge ou Yard's Return car il y a les deux versions. La première, c'est la version originale sortie au tout début des années 80 et Return, c'est celle qui a été développée spécialement pour la version Flashback. Globalement, c'est le même jeu. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Eh ben, le joueur contrôle un insecte galactique appelé Yar qui doit détruire un ennemi, le Kotil, grâce à son canon Zorlon. Ça va, tout le monde suit? L'ennemi est protégé derrière une barrière qu'il faut percer en mâchant les cellules qui composent le bouclier ennemi grâce au Yar. Le joueur doit esquiver non seulement le missile destroyer, c'est le petit truc qui vous suit continuellement et qui devient terriblement chiant au bout d'un moment, mais également le Kotil lorsque celui-ci se transforme en Swirl. Ça va, tout le monde suit? Bon, on continue. Il existe une zone neutre colorée au centre de l'écran qui permet au Yar d'échapper au Destroyer. Mais Yar ne peut pas tirer lorsqu'il se trouve dans cette zone. En revanche, leur Swirl, c'est-à-dire en fait le Kotil qui s'est transformé en Swirl tournoyant, peut tuer Yar n'importe où, y compris dans cette zone. Pour tuer le Kotil ou le Swirl, le joueur doit préalablement activer le canon Zorlon, en toucher le Kotil ou en mangeant une pièce du bouclier. Aligner le canon avec le Kotil ou le Swirl, puis tirer et se dégager de la ligne de tir du canon. Allez, sinon c'est vous qui le prenez dans le fion et dommage ma peau. C'est fun, rapide, c'est pas facile et c'est prenant. Non, en fait, c'est un putain de bon jeu. D'ailleurs, Yard's Revenge est considéré comme un des grands classiques parmi les classiques et l'une des meilleures ventes de la console. Sword Quest. Alors ça, c'est... Comment expliquer? C'est une série inachevée de jeux vidéo produits par Atari durant les années 1980, dans le cadre d'un concours. La série compte au total 3 épisodes. Earthworld, donc la Terre, Fireworld, le feu, et Waterworld, qui n'a rien à voir avec le film, qui est l'eau. Un dernier opus devait sortir, Airworld, mais il fut annulé suite aux problèmes financiers d'Atari. Atari avait programmé un concours Sword Quest pour récompenser le gagnant de chacun des 4 jeux. À la fin, chacun des gagnants aurait dû s'affronter au siège social d'Atari à Sunnyvale en Californie. Seuls les 2 premiers jeux ont eu une compétition avec un prix distribué. Et les prix, c'était pas de la merde. Les prix à remporter étaient des bijoux constitués de véritables or et pierres précieuses. Atari avait commandé 5 prix pour une valeur totale de 150 000 $. Et on pouvait gagner le talisman de la vérité dans Earthworld, valant 25 000 $, le calice de la lumière dans Fireworld, valant 25 000 $, la couronne de vie dans Waterworld, valant 25 000 $, et la pierre philosophale dans Airworld, valant, je vous le donne en 1000, 25 000 $. Une ultime épreuve confrontant les gagnants de chaque jeu aurait fait remporter l'épée de la sorcellerie ultime, une épée constituée d'une poignée en or, incrustée de pierres précieuses et d'une lame en argent, d'une valeur de 50 000 $. À ce jour, seul le calice subsiste, précieusement gardé par Michael Rideout, qui l'avait gagné. Le talisman a été partiellement fondu par le premier vainqueur, Stephen Bell, afin de payer ses études. Les autres prix ont été fondus pour réutiliser leur métal. Allez, vas-y, paye ton vainqueur. Bon alors, quel est le but du jeu? Comme l'explique si bien le site CoroPixel, et je vous mets un lien dans la description pour aller le lire, une partie se déroulait en 2 grandes étapes. Premièrement, collecter le maximum d'items en explorant un labyrinthe et en remportant des mini-jeux propres à certaines salles. Les épreuves sont enclenchées par le joueur en appuyant sur le bouton Action. Et je vous rappelle que sur l'Atari 2600, sur la manette, des boutons, c'est pas compliqué, il y en a qu'un. Deuxièmement, placez correctement tous les items gagnés dans les salles spécifiques pour faire apparaître l'un des précieux indices, donnant uniquement un numéro de page et de case. Le joueur devait se débrouiller pour le reste. Cette deuxième phase était purement aléatoire et il fallait soit être acharné, soit extrêmement chanceux pour en venir à bout. Par exemple, le premier volet, F-World, se déroule dans un labyrinthe de 12 salles. Suivant les signes du zodiaque, pour obtenir un indice, il faut répartir 15 items dans ces 12 salles, suivant un schéma précis. Une même salle pouvant aussi bien contenir 0 item qu'une dizaine. Je vous laisse calculer le nombre de combinaisons possibles à ce petit jeu. C'est donc une série de mini-jeux dont les modalités peuvent changer en fonction de l'équipement transporté par le héros. Une lampe permet ainsi de voir les tirs ennemis lors de l'épreuve censée se dérouler dans l'obscurité, par exemple. Enfin, il n'y a pas de game over. Si vous échouez, vous recommencez indéfiniment. Notez au passage que chacun des 3 jeux furent mis en vente avec un comics, publié conjointement par Atari et DC Comics. Ces livres comprenaient des indices permettant de résoudre les énigmes à l'intérieur de chaque jeu. Je vous mets un lien dans la description vers les comics sur Atari Age. En conclusion,
Pour être honnête, c'est pas vraiment un choix judicieux de faire l'acquisition de cette manette. D'un point de vue ludique, allez, 3-4 jeux sont vraiment plaisants à jouer, malgré les années. Les autres sont là pour faire du remplissage, ils sont sans intérêt, et il n'y a vraiment aucun moyen de s'amuser avec eux. Je pense même qu'à l'époque, on devait forcément pas beaucoup se marrer non plus. Notons quand même la présence de Yars Return qui est une très bonne surprise, puisque réalisée, comme je l'avais dit, spécialement pour le mode flashback. Enfin, Centipede reste vraiment le hit ultime de cette manette, et au passage, on rajoutera Millipede. Côté matériel, ma foi, c'est mitigé. La manette semble légère, très légère, tout trop légère, et je pense qu'à force, les boutons finiront par rendre l'âme. Autre point dérangeant, pourquoi avoir choisi la forme d'un pad au lieu d'une réplique du joystick original comme l'ont fait la concurrence? Si vous êtes collectionneur compulsif, c'est fait pour vous. Si vous voulez un flashback Atari, il y a d'autres produits basés sur le même principe, mieux foutus, que je vous présenterai un peu plus tard sur cette chaîne. En attendant, soyez rétro et bonjour chez vous.